Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la 7e interview sur le TDAH. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Mathieu. Et donc, tout de suite, je vais directement lui laisser la parole, sans vraiment attendre, pour justement qu'il puisse se présenter et nous dire un petit peu ce qui l'a amené à s'intéresser au TDAH. Donc, bonjour Mathieu. Bonjour. Donc, présente-toi. D'accord. Donc, du coup, moi, je suis Mathieu Chouachu, donc je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie en Alsace, à Haguenau. Donc, je suis au cabinet de neuropsychologie Hamelin et Chevachu. Dans notre pratique, donc voilà, on s'intéresse beaucoup au TDAH, aux troubles du neurodéveloppement, aux troubles associés, donc tout ce qui est troubles du spectre autistique, troubles 10, etc. Moi, au niveau de mon parcours, je me suis intéressé au TDAH, en fait, assez tôt, dans mon parcours universitaire, dès la 3e année de licence. En fait, j'ai fait un premier stage dans un centre hospitalier à Rouffach, dans une équipe, qui était, très intéressée et dans des projets de recherche sur, notamment l'implication du méthylphénidate, sur les compétences, cognitives des patients. Donc voilà, j'ai été très très tôt pris d'intérêt pour cette thématique-là. Ensuite, j'ai poursuivi l'ensemble de mes stages et l'ensemble, de mes heures de recherche, toutes ces choses-là sur le TDAH également. Donc, à Strasbourg, à l'hôpital civil, donc avec le docteur Weibel, Luisa Weiner, qui sont notamment des intervenants du diplôme intra-universitaire sur le TDAH, qui est Strasbourg-Lyon. Il me semble qu'il y a une troisième ville. Lille. Lille, voilà, c'est ça, super, on va pas les oublier. Et d'autant plus oui, que Lille, justement, c'est aussi la ville où il y a cette journée nationale de sensibilisation au TDAH. Donc on ne l'oublie pas. Et du coup, voilà. Ensuite, j'ai aussi fait quelques travaux de recherche à l'INSERM dans le cadre de mon mémoire de recherche. Après, j'avais entamé aussi un début de thèse que j'ai arrêté. C'était plutôt difficile à combiner travail et thèse en parallèle à la fin de mon, à la suite de l'obtention de mon diplôme. Donc là, je travaillais plutôt sur une population sous-clinique du TDAH, donc les traits TDAH, et on étudiait les marqueurs électrophysiologiques du vagabondage d'esprit dans cette population-là. Donc c'était quelque chose de très intéressant qui m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'éléments théoriques sur la recherche, la méthodologie de recherche aussi qui était super intéressant. Et puis donc ensuite, en travaillant, j'ai découvert que j'avais moi-même un TDAH. Donc voilà, donc c'est des choses qui, on va dire voilà, je pense que l'intérêt a été là pour plein de raisons, je pense, mais voilà, c'était à la fois une expérience individuelle, à la fois une expérience, universitaire, que ce TDAH. Donc toute la suite a été faite de façon très logique et donc maintenant, on va dire que je suis un fervent défenseur, aussi bien au niveau des associations de famille, aussi bien au niveau, du libéral, donc que ce soit avec Typique Atypique, une association locale, en Alsace qui est très impliquée dans le TDAH, mais notamment le HP, toutes ces thématiques-là. Donc c'est un plaisir de pouvoir travailler sur cette thématique qui me tient à cœur et puis qui te tient à cœur à toi aussi. Et donc voilà, c'est un moment d'échange, important qu'il y a Ok, aujourd'hui. super. Donc déjà, un beau parcours derrière toi entre la clinique, la recherche, l'expérience de vie du TDAH. Donc, vraiment un beau parcours là-dessus. C'est super intéressant que tu parles des aspects électrophysio. Alors, je dérive directement sur les aspects d'électrophysio du vagabondage mental parce que c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéressait vraiment, qui m'intéresse toujours, mais dans le cadre d'autres difficultés qu'on rencontre donc avec les rythmes cognitifs lents, les sluggish cognitive Oui. tempo, et cette idée justement de vagabondage mental, de décrochage attentionnel, du fait d'être perdu dans ses pensées, hein, pour ceux qui vivront la vidéo, vraiment cette idée du, euh, du fait qu'on est perdu dans les pensées, d'être un peu dans le brouillard comme ça, Mmh. de se perdre un peu là-dedans, et qui est une symptomatologie qu'on retrouve vraiment de manière assez spécifique, justement sur les rythmes cognitifs lents, qui sont très très peu connus en fait en francophonie, et avec justement cette particularité à l'EEG qu'on retrouve dans certains cas. Donc c'est intéressant, il faudra qu'on en reparle une fois de, Ah bien de cet sûr. aspect Mais des c'est vrai travaux. que les troubles cognitifs lents, par exemple, là, depuis que j'avais suivi ton webinaire,
il y a de ça quasiment un an, hein. C'est vrai que ça m'a quand même largement modifié mon regard sur certains enfants où finalement, effectivement, plein de petits signes, finalement, quand on creuse vraiment, quand on interroge bien, alors aussi bien enfin, il y a les tests effectivement d'une part, il y a l'entretien d'une part, mais en fait, à la fin des tests, quand on revient avec les parents sur ce qui ont été dit à l'entretien, sur ce qu'on a relevé au test, en fait, ça remodifie encore enfin, je trouve qu'en fait, les moments les plus riches, en fait, pour moi, au niveau de ça, c'est vraiment le premier entretien où on amène des choses, le bilan est passé par là, il a modifié un peu, la vision et hop, finalement, ce qui la on va dire, enfin, c'est un peu comme un calcul, hein, où finalement le produit qui arrive à la fin, bah, c'est plus du tout la même chose. On dirait que c'est passé par un filtre, par, Ouais, une réflexion, une réanalyse des choses et c'est souvent assez, enfin, moi, c'est souvent c'est souvent effectivement le moment de restitution qui, pour moi, est le plus riche, en fait. C'est là où il y a tout qui s'est joué, il y a tout c'est un moment hyper important, en fait. ouais, c'est vrai que la restitution, hein, dis-moi ce que tu en penses, mais euh, j'ai toujours cette impression que quand on amène les informations, c'est un vrai éclairage pour les parents. C'est-à-dire cette question de ah merci, je n'avais pas vu mon fils ou ma fille fonctionner comme ça. Donc en fait, on leur apporte des réponses, c'est-à-dire qu'ils ont vu comment fonctionnait leur enfant au quotidien, ils vivent avec 24/24, et nous en fait, on leur dit, ben voilà en fait les mécanismes, on va vous expliquer pourquoi ils fonctionnent comme ça, et surtout comment ils fonctionnent réellement, parce que vous n'avez pas encore perçu la façon de vos réactions, par exemple, elles sont peut-être pas forcément toujours adaptées entre guillemets parce que on vous avait jamais expliqué en fait comment ils Mmh. fonctionnaient. Et donc, C'est c'est vrai que ça. quand on passe par cette étape de je vous explique comment il fonctionne, on a vraiment enfin, des parents qui ouvrent les yeux comme ça en disant ah ouais, ok, maintenant je comprends mieux. Mmh. Donc, je ne sais pas si toi, tu vois ça aussi en consultation aujourd'hui. Si, si. Si, si, exactement. Ah bah, c'est de plus en plus bah, après, c'est vrai que, au fur et à mesure, on prend aussi de la bouteille au niveau clinique, donc c'est vrai qu'on a de plus en plus alors je vais pas dire qu'on a de plus en plus les mots justes, mais on trouve de plus en plus la façon de s'adapter aussi aux parents parce que, bah, il y a des parents qui vont pas il y a des parents qui sont un peu dans le déni, qu'il faut vraiment accompagner tout doucement dans la compréhension. Il y en a d'autres, ils ont besoin de choses plus imagées, il y en a, ils ont besoin de plus d'exemples. Il y en a, ils ont besoin qu'on leur refasse écho à ce qu'ils ont pu nous rapporter à l'anamnèse pour rebondir dessus sur ce que finalement on arrive aujourd'hui en termes de résultats. Et on a d'autres, et puis maintenant j'ai quasiment toujours pris ce pli maintenant, c'est d'amener des notions de neurosciences à la fin. C'est parler vraiment bah, de dopamine, parler de sérotonine, parler de circuit de la récompense. Et en fait, finalement, c'est pas tant complexe que ça. Les parents vont vraiment comprendre assez rapidement les choses. Et puis, justement, c'est beaucoup plus concret que de parler mémoire à court terme, fonction exécutive. Alors même si on les définit, hein, on essaie de définir avec un exemple, mais le fait de dire qu'il y a un circuit neurobiologique qui fait ceci ou qu'il y a une petite molécule au niveau cérébral qui fait cela, le parent va être là: «Ah d'accord, OK, mais du coup» et puis ça leur permet aussi de mieux comprendre parce qu'en général, tout dépend le parcours dans lequel est le parent, mais si le parent, il vient chez nous sans avoir eu un neuropédiatre, nous, automatiquement, il faut rediriger vers un neuropédiatre ou un pédopsychiatre. Et le neuropédiatre, si jamais il y a cette question du traitement, eux, ils ont déjà en tête, du coup, les mécanismes. Ils ont aussi l'idée de, bah, c'est quoi ces molécules. Et puis comme ça, quand le praticien va leur parler de ces molécules, de l'effet que ça peut avoir, ils ont déjà l'idée que, OK, donc j'ai compris que mon enfant, il y a cette dopamine qui est peut-être, qui se dessert moins bien, qui est moins sécrétée, ça va être un peu une aide à tout ça. Au moins, ils ont ça en tête et puis après l'idée, c'est que si quelqu'un d'autre le répète, ça va aussi consolider ces connaissances, sur les choses-là et puis ça va aussi leur permettre de gagner en confiance parce qu'ils vont se dire: «Bon OK, tout le monde dit la même chose, tout le monde a le même dialogue, je peux, je peux faire confiance à ces professionnels». Que par contre, des fois, il y a des parents effectivement qui viennent chez nous, on m'a dit que c'est ma faute, que j'éduque mal mon enfant. Alors nous, on leur dit autre chose. Alors bon, d'un côté, nous, on a plutôt alors du coup, après les parents nous prennent nos discours pour quelque chose de bienveillant. Alors c'est sûr, on doit être bienveillant. Du coup, bah, il va y avoir des larmes, des pleurs, du soulagement peut-être, de la tristesse aussi d'avoir eu un parcours jusque-là peut-être très compliqué sur le plan psychologique. Et finalement, mais ça remet aussi en question tout un mode de fonctionnement puisque le parent s'est construit sur «Je suis un mauvais parent, donc du coup, bah, là, je vais y aller, on va me redire que je suis un mauvais parent, je m'y attends» et en fait, non et ça aussi, c'est quelque chose qui est douloureux pour le patient, pour le parent puisqu'on passe vraiment dans des montagnes russes émotionnelles
pour le parent qui rend les choses très compliquées à la fois pour l'enfant, pour le parent, donc voilà, c'est des moments souvent aussi difficiles, on va dire à accompagner et pour le parent, mais aussi pour nous. En fait, du coup, ça peut nous mettre aussi dans l'embarras, par rapport à certaines situations, des collègues ou autres, quoi. Donc c'est vrai que souvent, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai voulu essayer de donner la parole à un maximum de gens. C'est pour sauter sur la question qui suit, c'est encore les clichés en fait qui sont assez présents autour du TDAH. Comme tu le dis, le fait de l'éducation, moi ça c'est un truc, j'ai encore énormément de mal quand j'entends des parents venir me dire, mais vous savez, j'ai vu un collègue, un médecin, un psychologue ou autre qui nous ont dit, mais en fait c'était de notre faute, alors que on a vraiment l'impression d'essayer de tout faire pour que ça aille mieux. Et, euh, et en fait, moi j'essaie de trouver un juste milieu entre les deux en leur disant, mais vous savez, au final, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les pratiques que vous utilisez au niveau éducatif, elles sont peut-être juste pas adaptées. C'est-à-dire que comme on vous a jamais expliqué comment fonctionnait votre enfant, ben forcément, vous faites ce que vous pouvez. C'est pas, enfin, pour moi, il n'y a pas de mauvais parents, entre guillemets. C'est un Mmh. peu ça. Il n'y a pas de, de, de mauvaise éducation, sauf vraiment des cas extrêmes où il y a vraiment des gens qui eux-mêmes ont des pathologies, des trucs assez sévères et donc qui rentrent vraiment dans la maltraitance, ainsi de suite. Mais si on exclut cette micro-fraction de personnes, au final, la plupart des parents, je pense qu'ils ont toujours cette volonté de bien faire pour leur enfant. Mais s'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, ben c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, c'est des patients qu'on rencontre, en fait, qui effectivement ont un parcours un peu difficile avec d'autres professionnels, et ils arrivent en disant, ben voilà, je viens parce qu'on m'a dit de venir, mais je sais que je vais me faire juger, quoi. C'est un petit peu ça. Et nous, on doit essayer de déconstruire tout ça de manière bienveillante. Et donc, c'est ça qui permet effectivement de sauter sur la question. Est-ce que tu as l'impression encore aujourd'hui que les clichés autour du TDAH ont encore un peu la vie dure? Et si oui, à ton avis, c'est quoi le cliché le plus problématique encore aujourd'hui et qu'on doit absolument déconstruire? Là, moi, la question que je m'étais toujours posée, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études neuroscientifiques sur le TDAH, c'est super, hein. Est-ce que ça j'en ai cherché, hein, mais j'en ai pas forcément trouvé des études sociologiques sur le TDAH. Finalement, comment le concept de TDAH a alors là, la méta-analyse, qui est sortie là, et essaye d'en parler justement. Enfin, elle donne que depuis 1700, on parlait déjà de TDAH, mais finalement, on n'a pas cette notion de est-ce que la vision du trouble a évolué? Est-ce que sa définition, est-ce que son implication dans la société a évolué? Bon, après, là, bon, je rebondis un peu sur. Il y a ce livre-là donc, il n'a pas été traduit, mais qui est super, qui donne des petites billes. Et moi, je trouve que l'image qu'il y a dedans, c'est génial. C'est le TDAH, c'est un cerveau de Ferrari qui a des freins de vélo. Et c'est génial. Et ça répond un peu à ta question aussi. Le cliché, en fait, pour moi, euh, c'est alors c'est pas quand, c'est pas vraiment le quand on veut, on peut, mais c'est finalement, fait pas d'effort. Il a pas envie. En fait, pas du tout. C'est vraiment ce trouble central, c'est le trouble c'est l'autorégulation, en fait, qui est un symptôme central. Et d'ailleurs, ça m'est un peu venu aussi à l'esprit quand tu n'as bon, après, dans la majorité des cas, moi, je suis un acheteur compulsif de livres. Dès que je vois qu'il y a un nouveau livre que tu lis, moi, je me dis: «Ah, il faut que je le lise», et tu avais présenté un livre sur le transdiagnostic, qui modifie un peu la conceptualisation des pathologies, voilà, les mécanismes sous-jacents. Et en fait, c'est vrai que par exemple là, le TDAH, le mécanisme sous-jacent sur lequel on peut vraiment agir et qui est finalement commun à plein de choses, c'est l'autorégulation. Qu'en fait, si on raisonne vraiment en termes conceptuels, trouble de l'autorégulation, c'est dans la dépression, c'est dans l'anxiété, c'est dans l'attention, c'est dans l'impulsivité. Et finalement, en fait, c'est le mécanisme qui est déficitaire dans le TDAH alors je vais pas dire que c'est, lui qui va tout expliquer, mais finalement, c'est lui qui va en partie quand on écoute les personnes, ils s'énervent, quand ils perdent un jeu vidéo. C'est tout petit, mais c'est une autorégulation de la frustration qui se gère mal. Il est déconcentré dès qu'il y a une mouche qui passe c'est une autorégulation de l'attention qui n'est pas pertinente.
il a des humeurs qui oscillent entre haut et bas. Alors autre qu'un trouble bipolaire, mais bah, ça peut aussi être une autorégulation de l'émotion qui ne se stabilise pas assez. Et finalement, si on réfléchit en termes de ça, on peut pas, c'est pas possible de se dire, il fait exprès, il veut pas. Non, en fait, c'est vrai, c'est vraiment cette consistance et cette homogénéité de la personne qui est difficile à maintenir. Et la majorité des TDAH souffrent de ça. Oui, Les enfants et les adolescents n'ont pas forcément. Enfin, les adolescents en ont un peu conscience, mais c'est très fluctuant. Enfin, on voit que ils en ont conscience, ça repart, ils en ont conscience, ça repart, mais c'est surtout chez l'adulte. C'est vraiment l'adulte qui, lui, va, euh, va se rendre compte qu'il va le dire, je ne suis pas adapté, je ne voudrais pas m'énerver comme ça avec mon conjoint, je ne voudrais pas m'énerver comme ça face à certains problèmes ou dans certaines situations. Mais à un moment donné, certains adultes le décrivent très bien, c'est ils sentent en fait, par exemple dans un conflit, dans un énervement, ils sentent qu'il y a ce point de rupture qui est là. Et il y en a certains qui décrivent une forme. Là, je sens que pendant un millième de seconde, j'ai le choix entre soit je fais sauter le bouchon et ça pète, ou alors je me retiens, mais en fait, si je me retiens, mais je vais passer la pire soirée de ma vie, je vais ruminer. Et c'est là, en fait, où on voit toute la puissance et toute la difficulté. Et c'est pour ça que l'idée de la Ferrari avec les freins de vélo, c'est vraiment ça. Il y a un truc qui se lance et comment on fait, comment on gère, comment on fait tout ça. Donc, c'est vrai que pour moi, vraiment le gros préjugé qu'il y a et qui touche finalement tous les âges de la vie, c'est ça, c'est ce côté mais retiens-toi, mais tu peux, et ça, c'est aussi très stigmatisant, très perturbant en fait pour les patients, quel que soit l'âge en fait. ben oui, et c'est intéressant parce que dans la précédente interview, dans la 6, j'échangeais avec Aline, qui est en fait formatrice pour adultes et qui dans l'insertion professionnelle. Et donc, dans les élèves, il y en a qui ont des TDAH. Et en fait, il faut savoir que ce cliché, il est encore présent en fait chez les étudiants, même adultes, du fait, oui, mais tu ne fais pas d'efforts, tu n'es pas motivé, tu n'y arrives pas, là vraiment, tu as décidé de ne pas faire. Et c'est un cliché qui, pour moi, se rejoint sur le principe que c'est extrêmement handicapant comme cliché de se dire les gens n'arrêtent pas de penser que j'ai pas envie. Mais forcément, à un moment donné, elle disait, elle, quand elle récupère ses étudiants, forcément, enfin, en règle générale, ils ont des parcours scolaires très jeunes qui ont été très difficiles. La première fois qu'ils reviennent sur un banc, mais ils stressent des trucs fous parce qu'ils ont des montées comme ça d'anxiété, d'angoisse, parce qu'ils se disent, on va me remettre dans une situation où on va me dire que je ne fais pas d'efforts, alors que j'essaye vraiment, mais il y a des moments, j'y arrive juste pas. C'est pas que je veux pas, c'est que Ah, j'y c'est ça. arrive pas. Et, euh, et c'est vrai que l'explication sur la régulation, euh, c'est extrêmement intéressant parce que je pense fondamentalement, moi je l'explique de cette façon-là à certains parents, c'est de dire que pour moi le TDAH, en fait, ça ne devrait pas s'appeler TDAH. Mm. C'est que ça devrait être un trouble de la régulation. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve de manière consistante chez tous les TDAH, qui est presque le marqueur du diagnostic en lui-même, c'est la fluctuation. C'est le fait que tu n'as pas de, t'as très peu de stabilité, ou en tout cas la stabilité, elle est courte dans le temps. Ça fluctue non-stop comme ça. Que ce soit au niveau cognitif, que ce soit au niveau comportemental, que ce soit au niveau émotionnel, tu as toujours ces aspects de fluctuation non-stop. C'est vraiment l'idée de la régulation, et qui est en lien justement avec ce qu'on disait sur les fonctions exécutives, le fait que normalement c'est censé maintenir les choses et te dire, bon là, j'ai une émotion forte, mais je la contrôle, c'est bon, ok. Je compte jusqu'à 5 dans ma tête, je peux la contrôler. Lui, il compte jusqu'à 5. Pendant les 5, ça est monté en pression et C'est ça ça. pète à un moment donné. Donc, C'est ça. c'est c'est vraiment assez impressionnant cet aspect de cette régulation. En fait, il ne la contrôle pas. Et ça, je pense Ah, que c'est vraiment aujourd'hui un truc, et comme tu le disais, c'est pas pour rien qu'on retrouve cette particularité dans plein d'autres pathologies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le transdiagnostic, c'est quelque chose qui se réfléchit en tout cas. ah oui, oui. C'est-à-dire Bah, que, très clairement. ouais, de penser en termes de spectre, bien plus qu'en termes de catégorie, parce que, effectivement, enfin, moi, quand je fais les formations, j'en parlais encore dans une conférence justement sur le haut potentiel et le TDAH, en disant, voilà, vous pouvez avoir les mêmes symptômes, mais ce n'est pas du tout le même problème, en fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes en train de me dire que l'attention, une difficulté d'attention, ça se retrouve dans plein de pathologies différentes, en fait. Des problématiques d'hyperactivité, il y a plein de pathologies qui présentent de l'hyperactivité. On parle de la dépression,
On parle de l'anxiété avec de l'agitation qui peut être très forte. Au niveau attentionnel, c'est la même chose. Dans l'anxiété, on a des difficultés d'attention. Dans la dépression également. Et c'est vrai Et qu'on c'est est ça, moi je trouve que c'est ce côté cluster, catégoriel, qui dessert le TDAH actuellement. un C'est en peu. fait, on est tellement dans le TDAH, on le voit tellement comme, de toute façon, on le voit très bien quand par exemple à l'école, on va dire cet enfant a TDAH, faut des aménagements. Bah, l'enseignant va dire bah non, il n'est pas hyper actif dans la classe, donc c'est pas la peine de mettre en place des choses. Alors on va être là. Alors moi, à chaque fois, je dis oui, mais l'hyperactivité, il y a pas que le geste, il y a pas que quand il bouge, dans sa tête, ça bouge. Puis après, il faut aussi, enfin même les parents, j'aime bien leur expliquer aussi le principe de un mouvement, c'est quoi? Un mouvement, c'est un potentiel d'action. Il faut qu'un seuil d'excitation soit suffisant pour qu'un mouvement soit déclenché. Mais en fait, l'hyperactivité, elle peut aussi s'exprimer sans que ce potentiel d'action soit forcément atteint. Donc, il ne va pas forcément y avoir ce geste, ce geste immédiat. Ça peut être plein d'autres choses et ça peut être finalement juste de la tension interne qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Et à un moment donné, le seuil, il peut être atteint, mais alors là, c'est une crise de colère, euh, c'est euh, c'est la tornade, c'est voilà. Et là, finalement, effectivement, là, négocier ou agir sur l'enfant comme ça, bah, c'est pas possible. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut toujours ça, c'est pour plein de choses. Il faut toujours attendre le point de rupture. Il s'est passé quelque chose, auquel on va mettre en place des choses. Mais sinon, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et pour revenir sur la question d'études sociaux sur le TDAH, si j'ai souvenir, moi, pendant le diplôme universitaire pour le diagnostic et la prise en charge TDAH, je pense que un des intervenants nous a parlé d'une étude sociologique, justement, Ah, sur c'est cool. le Attends, développement du TDAH. Il faut que je la retrouve. Quand je la retrouve, je la mets de toute façon en lien en dessous de la vidéo. Mais je sais qu'il y a au moins une étude sur le sujet qui a essayé de Ah, faire super. ce parcours-là. Et le docteur Konofal a sorti il n'y a pas longtemps un bouquin sur l'historique du TDAH. Donc C'est vraiment la BD, hein, c'est ouais, ça? la BD sur Ouais, la l'histoire BD du l'histoire. TDAH. Et donc de l'apparition, en gros, d'où ça vient et de comment ça a Ah, évolué au c'est fil super. du temps. Donc, on va mettre tout ça ici pour les gens que ça intéresse, en tout cas sur l'histoire du TDAH et son développement, effectivement. Et c'est vrai que le regard sociologique est extrêmement intéressant parce que on peut se dire qu'il y a une question d'acceptation, il y a du fonctionnement, il y a une question aussi de se dire mais comment c'est intégré dans la société aujourd'hui, cet aspect-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on le voit vraiment comme un handicap? Est-ce qu'on le voit juste comme une manière de fonctionner différente? Aujourd'hui, au regard de notre société, le problème du TDAH, c'est que ça impacte et que ça fait partie du diagnostic, du critère de diagnostic de il faut que ça pose problème, en fait. Bah, c'est Euh, ça, en fait, l'idée de la. De toute façon, je trouve que toute pathologie devrait être à voir dans le spectre sociétal actuel. Puisque moi, après, j'aime bien reprendre l'image par exemple, de Freud quand il a amené ses théories, elles étaient complètement ancrées dans le temps. Donc, c'était quelque chose d'actuel, c'était quelque chose de moderne et d'adapté. Alors, c'est sûr qu'après, tout doit se réajuster, tout doit se retravailler. Et là, par exemple, et dans le livre ADHD 2.0, c'est aussi super intéressant cette manière d'amener le TDAH aussi comme parce que finalement c'est quand même un trouble sociétal puisqu'il amène quand même la notion de personnes qui sont à un niveau sous-clinique, mais c'est finalement des symptômes déclenchés par une société dans laquelle on est, où on doit être rapide, et où finalement on utilise en fait, on est dans une surstimulation de nos compétences. Finalement, tout ce qui est les publicitaires, le marketing, ils comprennent comment fonctionne notre cerveau, donc ils savent comment capter notre attention. En fait, le problème, c'est que notre attention, vu qu'on a ces fameuses attentions endogènes qu'on peut diriger nous-mêmes, et c'est aussi cette attention exogène qui va être captée par autre chose, en fait, on sait que c'est le même pool de ressources. Et finalement, cette attention exogène, c'est ça que tout le monde nous prend cette attention exogène, on n'en a pas conscience. On traite tout, on traite de la donnée, on traite de la data, voilà, on est surstimulé. Et après, quand on nous dit maintenant, mettez l'endogène, eh ben, en fait, on ne peut plus. L'exogène a déjà tout pris, le pool est vide. Et c'est vrai qu'après, on se retrouve avec des personnes qui vont dire mais je suis pas efficace, je suis pas. Et c'est pour ça qu'après, quand on interroge le mode de vie, ben, on se rend compte que ouais, en fait, elles sont juste surstimulées. Elles donnent tellement qu'elles n'ont pas le temps et la société actuelle ne permet pas de récupérer ces choses-là. En fait, une fois qu'on a donné, la société actuelle ne nous permet pas de nous dire bon, faites une pause, faites de la pleine conscience pour recharger les batteries, prenez le temps d'être présent, refaites le plein. Bah non,
On donne, on donne, on donne, et après, ben, on arrive dans des situations de burn-out, de dépression, et après, finalement, c'est pareil, en soi, le burn-out, c'est pas forcément une finalité non plus. On peut s'en sortir, on peut, mais il faut du repos. Et en fait, à nouveau, bah, quand on revient, hop, on doit de nouveau être comme avant, et c'est compliqué. Enfin, par exemple, avec l'équipe du Raptor Neuropsy, là, on avait fait un live pour expliquer finalement l'implication des troubles psychiatriques ou psychologiques chez les soignants, pour aussi apporter cette idée que finalement, bah, on est des humains, on a aussi des difficultés qui sont là, et que finalement, voilà comment les choses se passent, voilà comment ça se passe aussi au niveau du travail, pour aussi amener cette idée que, bah, de ne pas stigmatiser en fait ces troubles-là. Mais c'est vrai que la société actuelle, c'est compliqué. Ah oui, je reviens tout à fait sur cet aspect-là. Et, et c'est chouette, ça fait justement le lien avec la prochaine question que je voulais te poser. C'est bien parce que tu as justement tout côté passé de recherche aussi à un moment donné dans ton parcours. Et, et aujourd'hui, justement, ben voilà, c'est clair, comme tu le disais, on a le consensus mondial qui est sorti il y a un mois et demi, Mmh. au moment où on fait cette vidéo. Oui, ça fait un mois ici, que le consensus mondial sur le TDAH est sorti. Et quand on regarde, effectivement, j'en ai discuté avec plusieurs personnes dans les interviews, quand on demande en gros ces 10 dernières années, qu'est-ce qui a évolué dans le TDAH, j'ai plusieurs personnes qui me disent ben, rien. C'est un peu ça, c'est-à-dire rien. Enfin, objectivement, peut-être dans la recherche, on a des papiers qui nous montrent, on en sait un tout petit peu plus à chaque fois au niveau fondamental, de se dire, OK, il y a des choses qui oui, mais cliniquement, de rien, ces 10 dernières années, on n'a rien vu globalement, c'est un peu ça l'idée qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait de grandes choses vraiment fondamentales, des percées vraiment au niveau du TDAH aujourd'hui. Et donc, la question que je pose à tous les intervenants, c'est si aujourd'hui tu devais soit toi te lancer dans une recherche, soit conseiller des étudiants ou des chercheurs aguerris dans le domaine, vers quoi tu les lances, en gros? Vers quelle, quelle chose aujourd'hui nous manque par rapport soit à la compréhension du TDAH, soit justement à élargir notre vision de ce type de trouble. Bah, du coup, alors bon, c'est un peu plus sur l'expérience perso, hein. Parce que bon, en fait, bon, en tant que bon TDAH, voilà, finalement, mes études universitaires, voilà, c'était assez complexe. Enfin, c'était motivant. Du coup, j'ai eu ces phénomènes d'hyperfocalisation où en fait, au fur et à mesure, je déclenchais un trouble anxieux, hein, à force d'être tellement à fond dedans, que ça me plaise, et finalement, je suis arrivé à ma thèse complètement cramé. J'arrivais plus, c'était très difficile. Alors, j'ai eu une directrice de thèse, très bienveillante, hein, qui a quand même su, bah, voilà, me dire les choses, qui avait quand même repéré des éléments. Moi, j'étais peut-être pas prêt à accepter d'avoir peut-être un TDAH, mais voilà. Et elle m'orientait sur plein de choses. Voilà, bah, va consulter peut-être un psychiatre, tu travailles sur le TDAH, ou alors commence la méditation, et cetera. Donc bon, c'était très difficile parce que finalement, c'était de l'échec. Donc fallait arrêter, et voilà. C'était très compliqué. Là, après, finalement, bah, en ayant arrêté ça, bah, ce phénomène de surcharge a disparu, et j'ai pu, bah, plus me focaliser sur moi-même. J'ai accepté le fait que, voilà, effectivement, il y a un TDAH qui est là. Donc bah, j'ai une médication, voilà, j'ai des choses des outils qui sont à ma disposition quand ça devient trop difficile. Mais voilà, quand il y a la motivation qui est là, notamment pour mon travail clinique, pour les patients, pour faire des lectures, de la recherche, tout ça, tout est plutôt bon. Mais c'est vrai que là, je m'étais lancé sur l'aspect méditatif. Ça m'a semblé être, quelque chose qui était assez intéressant. Alors je sais qu'au niveau des études, c'est un peu comme le neurofeedback, mais un peu Ouais, comme tout ce qui est fait dans le TDAH, ça marche pas, on ne sait pas. Donc bon, je me suis dit: «Bon, on va quand même essayer». Mais après moi, le côté méditatif, ce que j'ai bien aimé, donc j'ai fait cette formation à Mindful France avec le docteur, François Bourgognon, qui amène les choses de façon très humaine. Donc c'est vraiment l'idée, voilà, de voir ce côté méditatif comme, un réancrage et une pause à mettre en place, donc en enlevant tout le côté spirituel, religieux, et cetera. C'est vraiment plus un outil de on se remet, sur le présent. Et du coup, c'est vrai que cet outil-là, la manière de l'amener aussi de façon très déculpabilisante,
permet finalement de se saisir de l'outil et de se dire, bah, en fait, ouais, c'est aussi un peu comme le traitement, par exemple, une béquille à prendre et on l'utilise comme ça, comme on veut, comme on peut, de fait adapté au quotidien. Que lui, il amenait vraiment cette idée que, bah, si vous méditez 4 minutes par jour, bah, c'est super, hein. Là, je vais pas quitter là, je vais pas vous dire 1 heure, 2 heures, non, faites ce qui est important. Et c'est vrai qu'après, on a pu aborder différentes thématiques super intéressantes et il y a notamment, et ça m'a vraiment marqué pendant cette formation, c'était les 5 plus gros regrets en fin de vie. C'était une étude qui avait été faite par une infirmière qui accompagnait des patients en fin de vie et il y avait différentes choses du type, l'un des premiers regrets, c'était, bah, je regrette de ne pas avoir pleinement vécu ma vie. Je regrette d'avoir trop travaillé. Je regrette, de ne pas avoir profité de mes amis. Je regrette de ne pas avoir fait les choses qui comptent pour moi. Et en fait, je me suis dit: «Mais» alors, OK, tout le monde peut se dire ça, mais je me suis dit: «Mais c'est d'autant plus vrai dans le TDAH, parce qu'on vit jamais dans le moment présent». C'est soit les ruminations anxieuses, les ruminations dépressives, ou alors les projections anxieuses aussi, Ouais. sur le futur avec, «Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire?» Et finalement ça, je me dis, ça peut être quelque chose, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Alors, peut-être pas forcément sur la méditation, mais peut-être au moins alors, travailler en fait sur le mode de vie, sur la manière de pouvoir vivre sa vie en fait en tant que personne TDAH. Ouais. C'est plus des choses de cet ordre-là, parce que c'est vrai que, par exemple, même du neurofeedback, alors je pense que c'est très important, c'est très utile, ça doit avoir des effets au niveau cognitif, au niveau de l'entraînement, de la plasticité cérébrale. Mais c'est vrai que des choses qui sont plutôt à ancrer dans le quotidien et que le patient ou sa famille peut peut se saisir et peut vraiment, de façon écologique, mettre en place. Ça peut être, ça je pense que c'est quelque chose de plus d'avenir et ça pourrait s'inscrire dans quelque chose de sociétal. Moi, je pense que toujours l'idée, c'est d'avoir, enfin, c'est toujours les choses que j'essaie de me dire maintenant, c'est parce que c'est pareil dans le cadre, on en parle très souvent avec ma conjointe, du coup, voilà, c'est, quand on propose des choses aux patients, qu'est-ce qu'il va y avoir d'écologique derrière? Est-ce que finalement on va que travailler des choses dans mon bureau? OK, on fait un retour aux parents, on va leur dire des choses, mais ils ont pas notre expertise, ils ont pas nos compétences. Alors ils sont très compétents les parents, ça je dis pas, mais mais ils ont pas toutes ces choses-là, donc on va leur dire, ils vont le faire, mais finalement est-ce que écologiquement il y a quelque chose qui se passe? Je sais pas. Mais par contre, s'il y a vraiment, voilà, quelque chose de plus écologique, de plus concret à leur fournir et qui peut vraiment se saisir, ce serait super et finalement, on serait plus dans un travail de supervision du parent, heu et donc là, c'est vrai qu'en parlant, je me dis: «En plus, ça peut être un super travail pluridisciplinaire avec des ergots, avec des choses, avec voilà, plein de choses super intéressantes qui peuvent être faites, quoi». Mais c'est vrai que c'est particulier parce qu'en fait, ce que tu expliques, c'est quelque chose qui est recommandé. C'est ça qui est un peu fou, en fait. C'est que en parlant avec tous les gens sur le TDAH, au final, on retrouve toujours cette question-là d'amener des choses vraiment du quotidien, de l'écologie pour essayer d'améliorer déjà le cadre de vie de manière générale. Et en même temps, en fait, ben, dans les recommandations internationales de la prise en charge du TDAH, la première chose qu'on fait, c'est de la psychoéducation, c'est-à-dire d'expliquer en gros aux parents c'est quoi le TDAH, ou à l'adolescent, ou à l'adulte, hein, parce que la Mmh. règle est la même. Et derrière, de travailler sur l'hygiène de vie de manière globale, tu vois, des choses vraiment très écologiques autour d'alimentation, de sport, de sommeil, d'écran, de capacité d'obtenir de l'autonomie aussi au quotidien, malgré les difficultés qu'on rencontre. Pour les parents avec des enfants qui ont des difficultés à l'école, d'avoir une psychoéducation envers l'enseignant, d'essayer de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne, d'adapter leur vie au quotidien, vraiment, d'accepter en fait. C'est ça, c'est d'accepter le fonctionnement de son enfant ou de toi-même, et se dire d'être capable de trouver les bonnes ressources déjà en interne pour essayer d'avancer. Et, et je suis d'accord sur le fait que au final, ça, c'est pas assez fait. J'ai tout de suite l'impression, mais c'est peut-être personnel, parce que j'ai vécu moi ici en Belgique, mais de me dire, en fait, quand le patient reçoit son diagnostic, on, on saute un petit peu directement sur OK, on va mettre en place une prise en charge. Qu'elle soit remédiation, qu'elle soit neurofeedback, qu'elle soit, je veux dire, médication. On saute sur le côté remédiation avant de se dire, mais
est-ce qu'on ne serait pas un petit peu d'adaptation déjà de la vie de tous les jours pour que déjà ça soit déjà, enfin, la personne le vive mieux. Déjà, est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on passe pas à côté d'un truc en fait, au final, quand on saute directement sur c'est un groupe, c'est une prise en charge quoi. C'est un petit peu ça. Moi, je me pose vraiment cette question-là aujourd'hui. Non, mais c'est ça et puis surtout l'idée aussi après il y a aussi ce mot handicap qui inquiète aussi, très souvent parce que alors, il faut souvent passer par, voilà, pour obtenir des aides, de toute façon, il faut passer par la MDPH, il faut, pour obtenir, l'AEH, l'AVS, l'AESH, déjà, de toute façon, c'est des termes hyper techniques, qui sont Ouais. qui sont tellement abstraits, c'est difficile à comprendre et puis, et puis du coup, voilà, il y a cette notion-là de: «Mais ouais, mon enfant n'est pas handicapé, mon enfant, mais ce» alors en soi, c'est vrai, il faut plus retenir, voilà, le mot de c'est le mot de difficulté, en fait et c'est vrai que les aides qui sont proposées au niveau de la NDPH, c'est justement d'écologique. C'est pouvoir intervenir en milieu écologique pour guider, pour accompagner, pour sensibiliser à certaines choses. Donc, bon après là aussi, les questions peuvent se poser par rapport aux formations de certains AESH, AVS. Donc, parce que je pense que pareil, les formations qui doivent être dispensées, c'est aussi des choses d'ordre cognitif, des choses voilà, sur le fonctionnement, mais des choses vraiment de qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire de façon écologique. C'est peut-être des choses aussi à retravailler, à repenser et puis même de toute façon, comme par exemple, on sait que il existe autant de formes de TSA qu'il existe de personnes avec TSA, bah, un TDAH avec un trouble de l'attention, c'est exactement pareil. C'est tellement, c'est tellement variable et là, pour le coup, c'est aussi parce que, bah, il y a la culture familiale, il y a la culture sociétale qui finalement modifie la façon de voir les choses. C'est sûr que si on va avoir des parents, qui vont être, très stricts, alors, pourquoi pas, hein? Il y a des parents qui vont être stricts de par leur milieu éducatif, pourquoi pas? En soi, c'est aussi, une chance pour l'enfant parce qu'il va être pris dans une forme de cadre où, ça va justement, il y aura une forme de rigidité où finalement, il aura pas le choix de mobiliser son attention, de surmobiliser ses compétences exécutives. Bon après, faut se faire attention avec l'anxiété et toutes ces choses-là. Mais je veux dire, voilà, mais c'est vrai qu'on voit quand même la différence parfois entre des familles très cadrantes et des familles plutôt, laxistes, mais c'est un laxisme bienveillant. C'est, bah, finalement mon enfant il est comme ça, mais c'est pas grave, je l'accepte. Alors là, on voit que surtout au niveau émotionnel, ça va peut-être mieux, il y aura pas de troubles anxieux, des choses comme ça, mais on va voir qu'effectivement au niveau scolaire, au niveau de l'autonomie, ça va être plus compliqué. Il va pas pouvoir mobiliser ces choses-là. Donc c'est vrai que là, déjà, rien que là, on voit que l'expression du fonctionnement, elle est pas du tout la même en fonction de cette culture-là. Donc c'est vrai que c'est tout en fait, c'est tous ces éléments à prendre en compte, en fait. Bah, c'est pour ça qu'effectivement, en revenant là-dessus, hein, c'est vraiment l'idée qu'il y a pas mal de cliniciens et de chercheurs aujourd'hui qui le voient vraiment comme un spectre, hein, de Mmh. se dire que ça dépend tellement. Enfin, la psychiatrie, de manière générale, je pense qu'elle est vraiment orientée maintenant beaucoup plus là-dessus. Elle a plus de mal à trouver la théorie adaptée, de Mmh trouver mh. d'un point de vue, je veux dire, neuroscientifique, cognitif, théorique, vraiment le modèle du fonctionnement en fait de l'état cérébral et des pathologies psychiatriques. Donc, on a du mal à trouver la bonne modélisation aujourd'hui là-dessus. Mais je pense que cliniquement, on est quasiment tous OK sur le fait que le modèle est épigénétique, donc le lien entre les gènes et cet aspect environnemental. L'environnement, en fait, va faire varier sur un spectre ben, je veux dire, le fonctionnement du trouble, ou pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est pour ça qu'on le retrouve aussi d'ailleurs dans le TDAH, la fluctuation sur la vie, il y a des moments, ça pose problème, et il y a même des périodes de vie où ça disparaît totalement, en fait, où il n'y a plus de retentissement, où il n'y a plus cette difficulté. Dans la catégorie d'ailleurs du TDAH, on a le TDAH en rémission. C'est très particulier pour ce genre de choses, mais c'est juste de dire, vous avez ce fonctionnement-là, mais ça ne vous pose plus de problème au quotidien. Ok, mais si ça pose plus problème, est-ce que c'est vraiment un trouble en fait? C'est ça la question aujourd'hui. Mmh. Et en fait, ils le considèrent comme oui, parce que ça peut revenir. C'est-à-dire que comme ça fluctue, bien forcément, à un moment donné, vous pouvez retomber à un moment donné dans le cadre de la problématique. Donc c'est pour ça qu'ils parlent de rémission. Mais je trouve ça intéressant de se dire que plus on a avancé dans le temps, plus effectivement c'était moins figé en fait. On Oui. l'a fait évoluer et c'est vraiment plus souple en fait, je trouve, comme vision du TDAH Ah aujourd'hui. bien sûr. On se posait la question de cette évolution du regard qu'on a sur le TDAH. Je trouve que
Là où c'était vraiment très figé avant, on était dans une case et c'est tout. C'est un TDAH hyperactif, impulsif, point. Casé comme ça. Et puis petit à petit, on s'est quand même rendu compte que ça bougeait dans le bien ventre sûr. et que ça s'adaptait à l'environnement. Et, euh, et je trouve qu'il y a des vidéos qui sont intéressantes de Jean-Baptiste Alexanian, donc Mhm. la chaîne YouTube Coup de Normandie, euh, qui explique justement le fait que le TDAH, c'est très situationnel en fait. C'est Ah oui, oui. dans le milieu dans lequel vous êtes, il y a des moments où, selon le milieu, ça ne posera jamais problème. Il y a d'autres milieux où ça va être compliqué. Et donc, l'idée de bien comprendre ce mécanisme-là, de bien savoir identifier les milieux où ça va vraiment être difficile ou pas, ça facilite quand même grandement la vie. Hein. Ah bah, par exemple, là, bon, c'est tout bête, hein, mais quand justement j'ai commencé cette formation de méditation, c'est vrai qu'à un moment donné, on se posait des questions quand même existentielles, au sens où finalement, qu'est-ce qui se passe pour moi? Il faut que je sois attentif aux environnements. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais vraiment capté que, en fait, dans les environnements très stressants, je pouvais pas, médicaments, pas médicaments, méditation, pas méditation, c'est pas possible. Et du coup, en fait, c'est carrément, du coup, le TDAH, il guide aussi des choix de vie Ouais, où finalement, il y a des moments où enfin, il y a des moments, alors ça peut être plus ou moins facile ou pas facile, mais finalement, il sait aussi prendre les choix par rapport à son TDAH. Il y a des choses où finalement, on ne peut pas, c'est pas possible. Un peu comme par exemple, moi, en tant que neuropsychologue, les questions vraiment d'ordre vraiment psychologie clinique, hein, de l'accompagnement, de certaines formes d'accompagnement thérapeutique, je ne peux pas. J'ai une limite, donc je peux pas. Je vais pas dire à quelqu'un: «Ah oui, oui» et puis je vais m'amuser à lire des ouvrages, à m'épuiser. Je peux pas, donc je délègue et finalement, l'idée, c'est aussi ça, c'est finalement se dire avec son TDAH: «Là, je peux pas. C'est pas possible, il y a plein d'autres choses que je peux faire, mais ça, c'est pas possible» et ça aussi, ça permet de voilà, c'est ça, c'est aussi un mode de vie, c'est aussi une façon d'accompagner le mode de vie aussi dans ce que tu disais, ouais, c'est ça. Et je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Ça ne m'étonne pas que tu me dis dans les milieux stressants, moi je peux pas, ça ne m'étonne pas que la thèse, ça a été un peu compliqué. C'est un peu, parce que dans le genre stressant comme situation, c'est pas mal comme, comme truc, hein, donc, avec la pression. d'autant qu'en plus c'était assez complexe parce que comme tu le dis, le TDAH en fait, c'est complexe et donc en fait, moi l'objet de ma thèse, c'était de rechercher des marqueurs électrophysiologiques typiques du TDAH et en fait, mis à part, bon, il y a tout ce qui est ondes θ, ondes lentes, qui est associé au mécanisme de rêverie, de vagabondage. Après, il y avait des ondes alpha, plutôt des ondes, de rythme cognitif rapide avec, du traitement d'information. Et en fait, je me retrouvais avec toutes ces bandes de données, avec des méta-analyses qui se contredisaient Ouais, et au finalement, en plus, on était sur une notion de trait. Donc en plus, vu qu'on était sur du trait et du sous-clinique, il fallait rechercher des choses. C'est vrai que c'est très compliqué et finalement, au fur et à mesure, on se rend compte que voilà, les études, c'est assez contradictoire. Et puis en plus, puis après, après aussi, l'idée, c'est que la thèse était très neurosciences. Alors, c'est super intéressant, la neuroscience. J'adore, en mode, depuis ma première année de fac, je voulais faire une thèse. Je voulais. Ouais, c'est quelque chose qui me motivait. En plus, avec cette directrice de thèse, c'était mon rêve absolu. Et en fait, c'est vrai que, au fur et à mesure, les questions que je me posais, c'était plutôt des questions cliniques où je me disais: «Mais voilà, j'aimerais comprendre l'implication clinique de ce marqueur» et après, c'est vrai que je me suis un peu retrouvé dans une situation où, on était plus dans une démarche de recherche fondamentale, donc plus de la recherche du fonctionnement normal, de comment, l'onde cérébrale dans le fonctionnement normal fonctionne. Donc c'est une manière détournée de faire de la recherche fondamentale en partant sur du patient. Donc c'était comprendre le normal par la pathologie. Et donc du coup, c'est vrai que j'avais plus de mal à m'y retrouver et donc vu que mes lectures étaient plus orientées, dans cette thématique-là, j'avais aussi plus de mal à me retrouver, donc ça me demandait beaucoup plus d'efforts. Donc là, on retrouve de nouveau ce trouble d'autorégulation et c'est vrai qu'après donc, comme je l'ai dit, la chance que j'ai eue quand même, c'est que c'était voilà comme une personne assez bienveillante où voilà, on a très souvent en rediscuté, on a discuté. Bon après, on est arrivé à un commun accord que bon, là, effectivement, on voit que ça m'épuisait, c'était plus possible. En plus, il y avait un boulot à côté et cetera et donc voilà et après c'est pour ça que mon expérience que j'ai eue, je le dis aux étudiants, c'est que quand je peux en parler, c'est pas un échec en fait pour moi. Il y a des moments où je me dis: «Ah c'est dommage, j'aurais bien aimé», mais en fait finalement quand j'ai ce moment-là de nostalgie, je me dis: «Bah, je vais prendre un article et je vais lire» parce que, ça me plaît, de lire un article, parce que je comprends ce vocabulaire donc ça me fait plaisir
Mais finalement, je le vis pas comme un échec. Ça m'a apporté plein de belles choses. Ça m'a appris une méthodologie, une rigueur. Heu, mais voilà, finalement, il y a plein d'autres choses maintenant que je fais, qui me plaisent même plus et je sais que, bah, voilà, s'il y a des choses de l'ordre de la recherche qui peuvent se faire, je sais pas si par exemple, avec toi, il y a des collaborations qui peuvent se faire, des choses comme ça, je me dis: «Ça peut être» voilà, il y a toujours des expériences possibles. Mhm. C'est Pour moi, plus, c'est plus ça, hein. après, c'est vrai que dans la recherche, j'y suis, mais enfin, j'y suis plus vraiment, en fait. Je suis de loin dans le noir la question. C'est un truc qui me botterait vraiment, hein, de recommencer vraiment ce domaine de recherche vraiment approfondi. Euh, il y a toujours moyen après en termes des les collaborations, les liens, ça se crée justement au travers de ce type d'intervention déjà, et puis effectivement dans le temps, de se dire, voir un peu comment on peut faire les choses ensemble sur des réflexions en fait en Mmh, commun. Donc, euh, donc oui, bien sûr, ça c'est on va pas en parler ici, voilà. Mais c'est bien ça. sûr, il n'y a aucun problème. On peut vraiment en reparler sans souci. C'est bien parce que justement, ce regard que tu as eu sur ton parcours aussi scolaire, ça va permettre de faire le lien avec la deuxième partie vraiment de l'interview qui est vraiment cet aspect conseil. C'est-à-dire, l'objectif aussi de ces interventions, c'est de pouvoir essayer de donner des conseils aussi bien, alors, je dis toujours, soit tu as un conseil global pour le TDAH, quel que soit l'intervenant ou autre, soit tu peux choisir de donner plusieurs conseils selon les catégories. C'est-à-dire que en catégorie, moi j'avais donné, c'est enfant, ado, adulte et enseignant, parent. D'accord. Donc l'idée, c'est quels sont toi tes conseils par rapport à ça. Certaines personnes ont décidé de donner un seul conseil pour tout le monde, le même pour tous. Soit effectivement de se dire, voilà, je vais avoir des conseils plutôt spécifiques pour les enfants, des conseils plus spécifiques pour telle ou telle personne. Moi, de façon assez générale, pour les enfants, moi, si j'avais s'il y a un truc que j'ai retenu, alors c'est les formations que j'avais eues pour le groupe Barclay, la formation à laquelle je me suis réinscrite, que tu as pu faire sur Genepsilab aussi, c'est le moment spécial, en fait. Pour moi, le conseil ultime pour les parents, c'est le moment spécial. C'est, jouer avec votre enfant, soyez attentifs, regardez ce qui se passe, valorisez-le et voilà, c'est vraiment le moment où on l'observe. De toute façon, le parent, quand il est dans ce moment spécial, il est censé expérimenter le fonctionnement de son enfant. Alors là, finalement, ce qui se passe dans le bureau, lui, il va l'observer. Lui, quand il va observer son enfant en train déjà de choisir son jeu, parce que bon, on est peut-être sur des choses plutôt dans l'ordre analytique, mais là, un jeu n'est pas choisi par hasard non plus par l'enfant. L'enfant va choisir un jeu avec son parent, voilà, ça va être quelque chose qui va être fait. Ça peut être de la marche, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un jeu de société, ça peut être plein de choses. Mais finalement, voilà, le fait de, même si c'est que 15 minutes avec son enfant, le regarder, jouer avec, être dans de la bienveillance et valoriser tout ça, c'est super important. Ouais. Voilà, pour moi, c'est plutôt ça, pour le Ouais. parent. Juste pour donner l'information, le moment spécial, c'est vraiment un objectif de se dire, on prend 15-20 minutes par jour à passer avec son enfant. C'est l'enfant qui va choisir l'activité en elle-même. Et vraiment, l'objectif, c'est de redécouvrir, ou voire de découvrir le monde de son enfant, effectivement, par l'observation. C'est juste l'idée de passer un moment positif avec lui, un peu tous les jours, pour réapprendre à observer son enfant, voir comment il fonctionne, et aussi voir en tant qu'adulte, éventuellement, comment on fonctionne, comment on réagit en fait à ces aspects-là. Ça demanderait effectivement plus d'explications parce qu'il faut faire attention à toutes les résistances qui existent sur le fait d'accorder du temps tous les jours, le fait de c'est l'enfant qui choisit l'activité, alors en tant qu'adulte, on n'est pas à l'aise souvent par rapport à certaines activités. Mais c'est vrai que c'est ultra important de passer Ah ce bah, temps positif. moi, ce que j'aime bien dire, là, la dernière fois, j'avais l'exemple d'une maman qui m'avait dit, alors qui était à bout, hein. Elle était au cabinet et voilà, elle s'est mise à pleurer en me disant, que quand elle rentre, heu, voilà, son enfant l'agresse, en fait, elle rentre du travail, elle est fatiguée et je lui ai dit: «Mais c'est peut-être le moment là, le moment spécial où vous faites rien, en fait, vous pensez à rien. Vous rentrez et c'est votre enfant, du coup, qui vous guidera, en fait, dans cette activité et vous avez simplement à vous laisser aller, à être positive, à redécouvrir votre enfant
Et en plus, c'est le moment où vous lui accordez ces 15 minutes. Et après, en plus, ça permet aussi de faire parce que le plus souvent, chez les enfants TDAH aussi, ce qui est compliqué, c'est cette aussi régulation de la relation. Ouais. Il va tout le temps solliciter, tout le temps vouloir être avec. Et en fait, ce moment spécial, ça peut aussi être un cadre où dire, bah voilà, le moment spécial, c'était maintenant, moi, maman, papa, doit aussi avoir son moment spécial à lui, ou le moment spécial des parents. Maintenant, c'est notre moment à nous, on a eu ce moment avec toi. Ça aussi, ça permet de cadrer temporellement les choses, ça amène aussi une notion de limite. Et finalement, c'est vrai que comme ce que tu peux dire, c'est prendre ce temps pour pouvoir finalement anticiper la suite. On prend ce temps-là, il faut accepter entre guillemets, d'user ces 15 minutes de temps, mais finalement, ça a un effet hyper bénéfique pour après. Donc, c'est ça le truc le plus important en fait, pour les parents, à mon sens. Moi, je dis toujours, c'est enfin, accepter de prendre du temps pour en Ouais, gagner après. C'est c'est ça. vraiment ultra important, c'est de se dire, ces 15 minutes, en plus, si elles se passent bien, bah, c'est l'idéal pour la suite, quoi. Le reste va mieux se passer. Et c'est intéressant cette question, justement, tu disais, cette maman, elle se sent agressée quand elle rentre chez elle, elle est fatiguée. Et j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps sur le sujet, sur le fait justement que la plupart des enfants qui ont une bonne régulation, et c'est ça où tu disais dans la relation, c'est important, c'est que la plupart des enfants, quand ils voient leurs parents rentrer, ils, ils ont la capacité relativement facilement de détecter la fatigue en fait chez leurs parents. Et donc d'être capable de se réguler et d'éventuellement réussir à se mettre un peu à distance. D'accord. Là où dans le TDAH, en fait, cette détection des traits de fatigue, des traits d'énervement, ainsi de suite, bah, à certains moments, ils passent largement à côté, en fait. Et donc, ils y vont. Et ça, en fait, on l'observe, c'est que quand on a un enfant qui, justement, n'a pas ces difficultés-là, naturellement, il se met légèrement à distance, il laisse souffler le parent pour qu'il puisse rentrer dans la relation. Et le fait que de ne pas détecter ces traits-là chez les parents, ben forcément, on y va. Et donc, le niveau de tolérance, il baisse d'un coup et ça explose derrière. Et le fait, effectivement, d'expliquer ça aux parents, ben, par moments, c'est assez intéressant de dire, OK, là, OK, il veut de l'attention, là, il vient vers moi, je suis épuisé, mais je sais qu'il ne le fait pas exprès, en fait. C'est juste qu'il passe à côté des codes, des indices qui font que moi, je suis épuisé et en fait, il s'en rend pas compte. Et donc, ça vaut la peine, des fois, plutôt que d'exploser, d'expliquer à l'enfant, peut-être de dire, écoute, on va prendre les 15 minutes ensemble maintenant, comme tu le disais, hein, écoute, on prend les 15 minutes maintenant, mais juste après, il va falloir que je souffle. Et le fait de mettre un moment positif, ben, l'enfant, il va peut-être justement avoir ce temps pour décoder la fatigue aussi de ses parents et justement de lui laisser derrière Bien sûr. un petit peu d'espace. Oui. Après, ça peut être même être présent chez les adultes. Enfin, je sais que, par exemple, moi, quand je veux rentrer d'une journée de boulot, bah, je veux aussi, voilà, sauter sur ma copine, logoréique, Ouais. et où finalement, voilà, il n'y a pas forcément ce temps non plus d'analyse de est-ce qu'elle est épuisée, est-ce qu'elle est en mesure d'entendre ce que j'ai à lui déposer là. Et c'est vrai que ça aussi, finalement, c'est pour ça que ce moment spécial, c'est un peu un moment dont tout le monde a besoin, que ce soit adulte, enfant, Ouais. ado. On a tous besoin de juste se dire: «Voilà, ça, c'est le moment où on a ça», et après hop, moi ici, il me faut mon moment à moi de détente. Donc c'est Ouais. vrai que finalement, c'est un peu un moment qui colle à tout le monde, quoi. Ok. D'autres conseils éventuellement pour des enseignants ou pour des ados adultes? Alors après pour les enseignants, c'est à la fois enseignants et famille, c'est ouvrir le dialogue en fait. C'est vraiment être dans l'échange, alors si c'est possible, hein, si vraiment c'est quelque chose d'entendable, mais c'est pas être dans l'affront avec l'enseignant. Moi je sais que par exemple, ça peut arriver très souvent qu'on puisse essayer qu'on puisse essayer de se servir de nous comme un peu le tampon entre le alors après je veux bien, on a quand même un peu ce rôle aussi d'intermédiaire entre l'école et le parent. Mais je veux dire, après ce qu'il faut aussi que le parent prenne conscience, c'est que finalement, il faut pas être dans ce conflit avec l'école, ça desservira dans tous les cas. S'il y a un conflit ou si on force, ça risque de desservir peut-être la relation entre l'enfant et l'enseignant, mais aussi la relation parent-enseignant. Donc, c'est plus essayer dans la mesure du possible d'être dans un dialogue constructif, efficace. Alors c'est pour ça, mettre en place des temps d'échange avec les professionnels et les enseignants, c'est super, faire des ESS, des choses comme ça. Après, c'est vrai que quand le dialogue vraiment est trop compliqué, bon, des fois, je dis aux parents, bah, peut-être songer, voilà, peut-être changer d'école. Alors si effectivement
il y a un moment donné où on se heurte vraiment à des obstacles où là, on se rend vraiment compte, même nous en tant que professionnels, où ouais, c'est comme un peu déconnant là de vraiment pas vouloir en tenir compte. C'est ça. En fait, c'est vraiment essayer d'être dans cette construction bienveillante. Autant il y a une construction bienveillante entre professionnels et famille, bah, autant entre école et famille, il doit aussi avoir cet échange assez positif. Alors c'est vrai que là à Gounod où on est, le plus souvent les échanges sont très constructifs avec les écoles, avec les médecins scolaires, donc c'est plutôt efficace. Mais il arrive encore qu'il y ait des situations très difficiles avec certaines familles, certaines écoles, et où on sent que voilà, il y a une fermeture. Alors soit par méconnaissance de ce que c'est le TDAH, où on reste sur bah, à l'école il n'est pas hyper actif, donc c'est pas possible. Je vois pas pourquoi vous mettez en place toutes ces démarches. Et où finalement le parent se sent aussi un peu agressé, puisque finalement il fait des démarches, il se rend compte de tout ce qu'il fait, et on lui renvoie un peu, bah, si c'est qu'à la maison, il bah, faut peut-être vous poser des questions de ce qui se passe à la maison. Exactement. Ouais, voilà, ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, du coup, l'idée, c'est d'essayer d'avoir ce dialogue-là constructif, en fait, avec l'école. Après, le plus souvent, avoir le dialogue constructif, ça peut aussi modifier les mentalités au niveau de certains enseignants, des enseignants qui peuvent être vraiment rebutés au départ, mais qui, avec une communication positive, où on va pas être dans du forcing, il y a quand même des choses qui vont pouvoir s'ouvrir au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment cette approche-là. Moi, j'amène toujours les parents à, quand il y a des situations comme ça, c'est d'abord tempérer, vraiment essayer d'être dans le dialogue. Je peux essayer de me rendre disponible, mais dans tous les cas, voilà, c'est toujours ça. Et après, si vraiment on se heurte à des choses, bah, c'est le niveau supérieur, donc bah, éventuellement changer d'école. Voilà, c'est plus ça. Ouais, c'est intéressant. Tu es la septième personne, je pense, qui me dit, en fait, ce qui est vraiment important entre les parents et les enseignants, c'est de communiquer. C'est- Mais c'est extrêmement important parce qu'en fait, on se dit aujourd'hui que euh, il n'y a pas de solution miracle, quoi. On peut essayer de mettre des choses en place et je pense que le message des aménagements, tu vois, des aménagements spécifiques, des aménagements scolaires, il est extrêmement présent. Et en fait, le message de non, mais avant de penser à des outils, ce genre de trucs, essayez déjà de parler entre vous. Parce qu'une fois que vous aurez compris le principe et que vous aurez compris comment l'élève fonctionne, Mm. comment l'interaction peut se faire avec les parents et que vous arrivez à communiquer régulièrement, même sans outils, vous allez déjà améliorer des choses. Ah bah c'est ça. Bah, surtout que c'est très fréquent. Bon, ça dépend sur les écoles, mais c'est très fréquent que moi je donne des aménagements à la suite d'un bilan ou d'échanges, et où finalement les parents lisent mes recommandations, me disent mais l'enseignant fait déjà un peu ça, fait déjà un peu ça. Et je dis bah c'est génial, hein. Enfin c'est super. Bah du coup, bah là du coup effectivement on est plus sur du bah continuer, dialoguer, regarder ce qui marche, ce qu'elle fait à l'école et ce qui marche, essayer de reprendre ça aussi à la maison sur les activités scolaires. Enfin essayer d'être dans cet échange, puisque finalement voilà, il y a aussi une partie des enseignants qui sont formés à ces choses-là, qui ont des connaissances et qui font preuve de créativité, qui arrivent à mettre en place des choses. Et c'est vrai que les familles, en général, qui arrivent en bilan ou en recherche d'un diagnostic ou d'une compréhension sur le fonctionnement de leur enfant, et où au niveau scolaire, il y a les choses qui sont faites et où les enseignants sont bienveillants, où il y a une compréhension de tout ça, bah, ils viennent dans le bureau relaxés. C'est les parents les plus relaxés Oui, que je reçois, puisqu'ils sont là, bah, l'enseignante fait ça, elle a repéré ça, mais elle est très adaptée. Elle, si elle donne 5 devoirs, bah, elle va demander à mon enfant d'en faire que 2. S'il peut faire les 5, tant mieux. S'il peut pas, c'est pas grave. Elle aménage les choses. Et je me dis: «Bon, bah, au niveau recommandations, c'est bon. Là, c'est bon. Il y a pas grand-chose à faire, donc ça, c'est bien». Et voilà, et on voit quand même comme ça que finalement, cette simple communication, ce simple échange et cette simple prise en compte des besoins des uns et des autres, enfin des différents acteurs, bah, fait que, bah, ça apaise tout le monde. Et on sent qu'il y a vraiment comme ça enfin, c'est pour ça quand on parle de pluridisciplinaire, il y a le champ professionnel d'une part, mais bon, parmi les professionnels de la rééducation, on peut aussi parler des enseignants, ils carrément, sont aussi dedans. bien sûr. C'est aussi, on va dire, c'est des éducateurs et des rééducateurs, pas sur le plan, voilà, peut-être pas sur le plan clinique tel que nous on peut le faire, mais c'en est quand même. Mais oui, clairement. Et c'est un métier part entière, avec sa propre formation, avec ses propres compétences que nous, on n'a absolument pas. Donc, clairement, c'est cet aspect vraiment extrêmement positif. Et encore une fois, c'est la même chose qu'avec les parents. Une fois qu'ils ont compris comment fonctionnait leur élève, ils n'ont presque pas besoin de nous, en fait. C'est de Mmh. se dire,
une fois que j'ai compris, je suis enseignant, on m'a appris des choses et naturellement, l'intérêt de l'enseignant, c'est de dire je vais essayer de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde et que ça se passe bien pour moi également. Et donc, l'idée, c'est qu'ils vont mettre des choses en place aujourd'hui. Effectivement, il y a de plus en plus quand même d'informations sur sur les différents troubles qui existent, même si on sait que ça va jamais assez vite. Et voilà. Et comme je dis toujours, c'est quel que soit le métier, il y aura toujours des idiots. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui est très typique de l'enseignement parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on leur tape tellement de cul sur le dos parce que c'est leur faute et ainsi de suite. Mais au final, je veux dire, je connais un paquet de professionnels dans le domaine médical qui ne sont pas meilleurs, c'est clair. Je veux dire, il y a des parents, ils ont plus de mal que d'autres, effectivement. C'est pas grave en soi. C'est-à-dire que, par contre, il faut savoir que la majorité, quelle que soit la catégorie, en fait, on a envie d'avancer, on a envie de comprendre et surtout, on essaye de faire des choses, mais on a besoin de cette compréhension à l'origine. Effectivement, que même dans le monde médical, par exemple, le fait de ne pas savoir ce que c'est le TDAH aujourd'hui, bah, forcément, on ne sait pas comment réagir par rapport à certains patients et on va dire, oui, non, c'est la faute des parents, on va dire, non, mais ça n'a rien à voir, de toute façon, ça n'existe pas. Alors que, si, il faut juste se renseigner, quoi. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Et je pense que quand on est parent et qu'on ne sait pas, mais c'est difficile, donc on remet forcément en cause à un moment donné de se dire, bah oui, en fait, c'est peut-être pas faute. Et en même temps, quand on est enseignant, de se dire, bah oui, mais en fait, j'ai plutôt exclure parce que j'en ai 25 ou 30 à côté auxquels il faut que je m'occupe et je ne peux pas m'attarder sur ces aspects-là. Et c'est juste un manque de compréhension. Oui. C'est intéressant de se dire que c'est la communication. En fait. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un gros truc C'est sur ça, ça. communiquer. Communiquer, voilà. On va faire ça et ça va aller après. Ok. Mais écoute, on arrive doucement à la fin de cette interview. Euh, je laisse toujours la parole à la fin. Si tu as une recommandation, un livre, une série, un mouvement, tu parlais de typique atypique, je pense que ça vaut la peine aussi d'en parler, Ouais, de la journée. Je pense qu'on va justement peut-être revenir dessus, effectivement, sur la journée nationale du TDAH, donc le 12 juin. Ne c'est ratez ça. pas cet aspect-là. À Lille et Et voilà, Strasbourg, du coup. voilà. De te laisser un petit peu la parole pour venir dire un peu ce qui te tient à cœur, si tu as des recommandations pour les gens, pour les professionnels, les parents, les enseignants. Bah, moi, du coup, c'est de toute façon, pour rebondir sur typique atypique, moi, c'est en tant que professionnel, c'est essayer de s'ouvrir justement à ces associations de famille, puisque finalement, il commence à y avoir ces mouvements. Je ne sais pas si c'est un peu dans ce concept de l'empowerment psychiatrique, ou le phénomène où finalement les familles se renseignent de plus en plus, elles deviennent aussi expertes d'une certaine façon, mais c'est par leur expérience plutôt familiales, personnelles des pathologies, elles deviennent expertes en quelque sorte du vécu d'une pathologie. Donc, du coup, il y a ces associations qui vont fleurir un peu partout et qui vont aussi défendre des droits de famille, qui vont se rassembler pour avoir un certain poids. Hein. Et je pense qu'en tant que professionnel, c'est important de les écouter aussi, de quitter un peu ce paternalisme du professionnel qui détient l'expertise, qui détient la clé de tout. Moi, je pense que bon, je suis un jeune professionnel, ça fait 3 ans que je suis diplômé, mais je veux dire, voilà, je me suis très vite rendu compte que finalement, on reste vite englué dans ces pratiques, on s'empâte vite, on s'engrasse vite une fois que une fois que les formations sont finies. Et finalement, le fait de rester à l'écoute de ces familles, de ces associations, de ces revendications, c'est hyper important. Ça permet d'un peu de garder le sang neuf et de se poser d'autres questions et quitter un peu le rouage professionnel qui peut parfois être un peu tautologique au niveau de la réflexion. Mais voilà. Et du coup, c'est dans cette mouvance-là qu'on s'est inscrit dans l'association du coup typique atypique, qui est du coup, je le rappelle, une association du coup de famille qui a été fondée par des mères atypiques qui présentent aussi différents modes de fonctionnement, hein, que ce soit TDAH, HP. Donc elles ont cette expérience déjà personnelle, elles ont des enfants qui ont des particularités et le projet est né comme ça sur la volonté de partager des connaissances, de partager des expériences de vie par rapport à ces différents troubles. Et donc, du coup, la présidente Virginie Bouslama est très impliquée dans toutes ces démarches-là. Donc, je suis très ravi de collaborer avec elle. Et puis, par rapport à tous les projets qu'elle peut mettre en place. Donc, elle est très active sur Facebook. Ils ont un site internet, ils font des groupes de parole.
Ils essayent vraiment voilà, de faire une cohésion avec les différents professionnels, que ce soit des pédiatres, des psychologues, des neuropsychologues, des psychomotes, des ergots. Enfin, voilà, c'est vraiment d'ouvrir un large réseau avec vraiment des partenariats qui sont très riches. D'ailleurs, ils sont arrivés jusqu'à toi par rapport à ces questions-là. Donc, c'est de dire qu'ils sont en recherche vraiment en recherche de partenariats et de connaissances, hein. Donc voilà. Et donc, bah, avec Typique Atypique, voilà, on a différents projets, hein. On a des projets, par exemple, pour créer peut-être un centre pluridisciplinaire spécialisé dans le TDAH. On a également des projets à destination de l'éducation nationale, essayer de réfléchir ensemble par rapport aux besoins familiaux de différentes thématiques, hein, qui pourraient être abordées, qui pourraient être sensibilisées à ce niveau-là. Et ensuite, bah, il y a eu ce fameux nouveau-né, ce projet très intéressant qui est la Journée nationale de sensibilisation au TDAH, qui aura lieu donc le 12 juin à Strasbourg et Lille. Donc, c'est une journée qui a été faite en collaboration avec Typique Atypique et une autre association lilloise qui est TDAH pour une égalité des chances, qui elle aussi est très mobilisée, très, très sensibilisée au TDAH. C'est vraiment des beaux projets qui sont en cours. Et donc voilà, on a réussi à obtenir le haut patronage d'Emmanuel Macron pour soutenir cette journée-là. Donc c'est quelque chose qui tient à cœur quand même aux associations. Donc on voit qu'on est quand même assez soutenu. Et donc bah, on interviendra sur différentes thématiques. Donc toi aussi tu interviendras à cette journée pour faire une intervention. Donc voilà, on abordera bah, le TDAH chez l'adulte, l'implication sur les familles, les différentes approches de remédiation qu'on peut utiliser. Donc voilà, ce sera une journée qu'on espère assez riche sur le plan de l'explication, et aussi de la transmission de connaissances sur le TDAH. Oui. Donc, ne ratez pas ça le 12 juin. Ça va être, à mon avis, quelque chose, effectivement, c'est une sensibilisation qui est extrêmement importante et ben voilà, il y a eu plusieurs initiatives, hein, effectivement, avec des journées pour les chercheurs, des journées internationales, effectivement, en langue française sur le TDAH qui se passe les 2 ans, mais c'est un peu compliqué, effectivement, pour le moment. C'est vrai que ça manquait un peu. Il y a déjà eu des interventions nationales pour le TDAH. Il y a eu un gros colloque il y a 2, 3 ans, je ne sais plus, 2, 3 ans sur le TDAH, notamment à Paris. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu ces aspects-là et qui sont souvent portés effectivement par les associations de famille, en fait, la plupart du temps. Et donc, c'est vraiment important de regarder ça. Et donc ici, d'autant plus, effectivement, avec cette idée d'en faire une journée vraiment nationale sur cette question. Je pense que c'est vraiment, vraiment ultra important. En plus, je l'ai dit donc, à Virginie, c'est chouette, j'interviens le 12 juin et le 14, c'est mon anniversaire. Donc, Ah, bah, moi c'est le 15 du coup, donc voilà. c'est bon, Donc, voilà, top on va là. faire des fêtes, en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, on va regarder ça, mais oui. Donc, moi, le 12, j'aurai le plaisir d'intervenir sur justement l'hygiène de vie dans le TDAH. Donc, Ah, vraiment super. le regard vraiment global sur ben, la vie de tous les jours et à quoi on fait attention dès le départ quand on a un diagnostic de TDAH pour essayer déjà on va revenir à cet aspect de régulation, hein, mais de la régulation vraiment de l'intensité des symptômes qu'on peut avoir au quotidien et de tout ce qu'on peut faire effectivement dans la vie de tous les jours, déjà les Bien petits sûr. trucs, avant même de penser Mm. effectivement prise en charge peut-être un peu plus lourd. Bah, nous, on interviendra auprès du docteur Weibel. Du coup, j'en profite pour faire sa petite présentation de son ouvrage que je conseille Ouais, très souvent aux familles. Donc, c'est le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention. super. Donc, c'est un ouvrage qui est super intéressant et que je recommande très souvent, même pour les parents d'enfants, hein, parce qu'il y a vraiment différentes sections où il y a notamment quelque chose, enfin, il y a un chapitre qui est comment vivre avec un proche qui présente un TDAH. Et puis même, vu qu'il y a toutes ces questions de comorbidité, de choses comme ça, j'aime bien aussi parce que les parents souvent sont assez angoissés de la projection. Qu'est-ce que va devenir ce TDAH? Et puis très souvent, ils entendent toutes ces informations sur troubles bipolaires, dépression. Enfin, ils se questionnent sur les comorbidités. Et je trouve que, ne serait-ce que comme de la psychoéducation anticipatrice, comme ça, ils auront vraiment une vision de bah, qu'est-ce qui se passe, à quoi ils peuvent s'attendre, mais sachant que toujours la chose qui est très rassurante pour les parents, c'est de leur dire
et vous avez pris en charge les choses très tôt. Donc finalement, vous limitez les choses. Là, si quand il est adolescent, il y a des questions qui se posent, on saura toujours qu'il y a un TDAH qui est là. On saura toujours qu'il y a des particularités. Et il y aura toujours une attention toute particulière, ce qui fait que vu que le TDAH est détecté tôt, bah, automatiquement, les comorbidités qui sont censées être associées vont aussi pouvoir l'être beaucoup plus tôt, puisqu'on va être tous, très, très attentifs en fait, à cette évolution. Donc moi, c'est pour ça que je trouve que c'est un ouvrage qui se destine de base à l'adulte, mais en fait, pour les parents, c'est aussi quelque chose de très rassurant pour les projections. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande très souvent. Ok, super. Donc effectivement, une information qui est dans l'anticipation, hein, et pas tomber dans l'anticipation anxieuse dont on a C'est parlé, ça, mais de se dire de ne pas tomber dans l'anticipation négative, mais de se dire anticiper les choses, ça permet aussi d'être plus attentif et donc de réagir plus vite au cas où ça se passe. c'est ça, Parce que c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'on a en gros des trajectoires de développement du TDAH, mais comme on le disait, ben, un TDAH n'est pas l'autre, donc il passe pas tous par ces phases, même si c'est on ça, sait certains se rendent compte, mais quand on le sait, l'avantage, c'est que si ça arrive, en fait, on peut intervenir déjà beaucoup plus tôt. Donc, effectivement, exactement. anticiper de manière positive les choses et de savoir quoi faire au moment où ça arrive, c'est ultra important. Ok, ben écoute Mathieu, un tout grand merci vraiment de m'avoir accordé ton temps pour cette interview avec beaucoup, beaucoup d'informations, aussi bien ben, de ton parcours personnel au final et de ce que tu peux ben, toi aussi vivre, donc, et notamment ta compagne, hein, donc, qui doit subir la logorée quand tu rentres du boulot, mais, mais, euh, mais en tout cas ton parcours aussi professionnel et de se dire ben, que voilà, pour tous les parents aussi qui sont là, vous voyez, on peut avoir un TDAH et très bien réussir dans sa vie. Hein. Ce n'est pas un problème, en fait. Ce n'est pas déterministe comme chose. Hein. L'idée, c'est de bien comprendre, d'éventuellement bien compenser, de bien mettre les choses en place et de faire les choix qui correspondent ben, à notre fonctionnement. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment le plus important et c'est ce que je vais retenir vraiment aussi de cette intervention, même si on a abordé plein de choses, mais de vraiment se dire, ben voilà, en fait, on s'adapte à son fonctionnement, on comprend, on communique. Ça, c'est vraiment important. C'est ça, Et sur base de ça, eh bien, sincèrement, on facilite quand même grandement les choses. Donc, sur ce, Mathieu, bien, exactement. tout grand merci. Et donc, Bah, merci à toi. et je vais dire à bientôt. Donc, pour d'autres interviews, il y en a quand même quelques-unes encore programmées. Donc, à tout bientôt pour encore mieux comprendre le TDAH en espérant que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas, au besoin, partagez la page si ça vous semble pertinent auprès de vos proches, auprès des enseignants, auprès des professionnels. L'objectif, c'est de faire connaître le TDAH, de regarder son acceptation et de pouvoir continuer à avancer là-dedans. Donc, à tout bientôt à tous. Et donc, bah, Mathieu, on se retrouve, on va discuter d'autres choses aussi sur la C'est suite. ça. D'accord. Allez, Super, avec plaisir. à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.